Eh bien bonjour à toutes et à tous. Une brève introduction à ce deuxième sujet sur la méthanisation créée autour de 3 exploitations d'élevage. La méthanisation, G3 Environnement. Dans le précédent sujet, nous avons traité du hier. Eh bien, avec cette vidéo, nous allons parler de la situation aujourd'hui. Je vous mets d'ailleurs le lien ci-dessous afin que vous puissiez retrouver cette vidéo qui permet de faire l'historique et de voir les difficultés qu'il y a eu à créer une méthanisation au début des années 2000. C'est Silver Adam, gérant de la société, qui nous fait maintenant le tour du propriétaire et qui va développer le fonctionnement des différents postes et vous donner divers éléments. Dans le courant de cette vidéo, vous aurez aussi l'occasion de le voir argumenter sur l'apport qu'a constitué pour leur méthanisation, mais aussi pour d'autres méthaniseurs, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Je vous laisse d'ailleurs écouter ces arguments. Je vous laisse également avec mon témoin, donc Silver Adam. Et puis je vous redis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cela permet de renforcer la chaîne et de lui donner une meilleure visibilité. Si vous avez aimé, un petit pouce, un commentaire, une question. Régulièrement, j'essaie de réaliser des sujets sur l'agriculture d'aujourd'hui dans le prolongement de ce qu'elle était hier, une période que j'ai bien connue et même vécue. Alors, bon visionnage et à la prochaine fois. Peut-être une précision quand même, surtout un mot d'excuse, car lors du tournage, il y avait un vent de fou et cela s'entend à l'écoute, d'où des passages sous-titrés afin de baisser un peu le niveau du son. À cela aussi quand même on peut ajouter des bruits de machines qui tournent, donc ça ajoute du bruit au bruit. Voilà, merci, au revoir. Pas dès la première réunion, mais dès le moment où on a cherché une solution pour remplacer, pour trouver des solutions pour remplacer les anciens en fait, qui partaient en retraite et qu'on n'avait pas le personnel pour faire tout ce qu'on faisait en élevage à l'époque. Et on a cette problématique prairie inondable à laquelle il fallait répondre. Qu'est-ce qu'on fait de notre herbe? Et c'est en réfléchissant à plusieurs solutions. Est-ce qu'on fait du foin et qu'on vend le foin? Sachant que c'est des prairies inondables et qu'il y a des années où on arrive tard et des années où on peut y aller tôt, comment on fait pour sécuriser le revenu de l'herbe? Et le moyen qu'on a trouvé pour sécuriser le revenu de l'herbe, c'était passer l'herbe en méthanisation. Ça permet de garder nos prairies, de capter toujours le carbone, etc., etc. Tout ce qu'il y a de bien dans les hectares de prairies. Le fait de le faire avec la méthanisation, on prend l'herbe, on prend le gaz et retour au sol. Donc ça simplifiait beaucoup l'affaire et la seule chose qu'on avait à faire, c'était un peu de silo pour mettre en plus l'herbe qui n'était pas pâturée, qui n'était plus pâturée. Parce que ici c'est bien en annexe de l'activité élevage qu'on a créé une méthanisation. Exactement, c'était vraiment pour répondre à une problématique il y a des éleveurs qui partent en vacances, il y a d'autres associés comme moi qui ne sont pas du tout éleveurs dans l'âme, et s'il avait fallu que je remplace mes parents par de la main d'œuvre salariale, il aurait fallu que je trouve, j'ai pas voulu chercher ni d'autres associés ni de main d'œuvre salariale pour l'élevage. Il est plus facile de trouver de la main-d'œuvre pour conduire un tracteur que pour gérer un troupeau. Et c'est peut-être aussi dans cet esprit de simplicité qu'on a dit, on va faire une unité de méthanisation. Nos fermes étant déjà groupées, ça facilitait un petit peu l'affaire. On va reprendre la méthanisation finalement en commençant par ce qu'elle consomme. Alors aujourd'hui, quel est le plan d'alimentation de la méthanisation? Alors aujourd'hui, il y a du fumier et du lisier qui vient des 2 autres fermes, puisque moi ma ferme ne produit que très peu de fumier. Enfin mon fumier il va aussi, mais puisque moi je suis sur l'arrêt d'élevage. Autrement, donc il y a 60%, 60-65% selon les années de la ration qui vient des fumiers et des lisiers des 2 autres élevages, 2 élevages laitiers. Il y a 25% en gros qui vient, 25 à 30% qui vient de l'herbe, des prairies naturelles, de nos prairies naturelles. Et le reste, on le partage entre des coproduits qui sortent des issues de céréales, des coproduits liquides de l'industrie agroalimentaire, qui viennent compléter cette ration-là.
et de la culture principale un petit peu quand même. En fait, quand on gère notre assolement en commun, nos éleveurs disent moi il me faut tant d'hectares de maïs pour mes vaches, l'autre éleveur tant d'hectares de maïs pour les vaches. Après nos maïs, comme on l'a vu ces dernières années, il y en a des années où il pousse rien, puis des années où il en pousse beaucoup. Et en fait, on en fait toujours un peu plus. Et la méta est la variable d'ajustement des quantités qui seront mangées par les troupeaux, et le reste passera en méta. Donc on peut voir l'an dernier on a eu des excellents maïs. Donc notre silo est plein, archi plein. L'année précédente, on a eu des maïs qui faisaient 1 mètre de haut, à peine 1 mètre de haut. Il n'y a pas eu un gramme de maïs qui est venu sur la plateforme méta. Tout est parti pour les élevages. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire que la méthanisation, c'est un magnifique complément de l'activité d'élevage, quoi. Dans notre mode de fonctionnement, c'est un super complément, oui. Tout à fait. Et c'est pareil pour l'herbe. De l'ensilage d'herbe, on en fait pour la méta, certes, mais on en fait aussi pour nos élevages. Et c'est la méta qui prend le reste, quoi. Alors nous, c'est une installation qui à l'origine faisait 600 kg. Aujourd'hui, on a changé le moteur parce que ça on tourne depuis février 2013. On a changé notre moteur parce qu'il était en fin de vie et on a préféré le conserver en fin de vie. Et on a remis un moteur de 800 kW à la place du 600 kW. C'est juste une histoire financière. Ça coûtait il y avait très peu d'écart entre un 600 et un 800. Et quand on produit du gaz, ça produit plus ou moins régulièrement quand même, selon la qualité des matières, selon le temps qu'il fait, selon plein de critères. Et du coup, des fois on avait de la surproduction. La surproduction, elle partait en torchère. Donc là, on a préféré mettre un moteur de 800 kg pour pouvoir absorber nos surproductions. Mais on est très rarement à 800 kW de production. On est plus souvent vers 700 kg. On reste à 700 kg de production. C'est un peu... Voilà, notre but, c'est faire entre 650 et 700 kW électriques à l'heure. Pour ça, on a un digesteur, un post-digesteur et un stockage de digestat sur site. Le digesteur fait 2200 m3, le post-digesteur 2200 m3 aussi. On a un stockage de digestat donc sur site qui fait 3000 m3. Après séparation de phase, c'est que la partie solide qui est dedans, que la partie liquide pardon qui est dedans. Et on a 3 fosses de stockage extérieur qui font pour les 3 au total 2000 m3. L'électricité est vendue à EDF en passant par le réseau ERDF. On produit donc des kilowatts. On produit des kilowatts en 410 volts qu'on retransforme, nous, puisqu'on est au-delà de 250 kg, qu'on retransforme en 20 000 volts qui part sur les lignes moyenne tension du secteur. En fait, l'électricité qui est produite ici, l'électricité elle va au plus facile. Donc l'électricité qui est produite ici, elle sert vraiment aux habitations locales, quoi. Enfin locales, peut-être à 10-15 km, mais voilà. Et le prix de revente à EDF, ça a varié au fil du temps? Alors oui, on est indexé sur les indices de construction, sur différents indices à la construction et indices de la main d'œuvre. On a des années où on a une petite augmentation et des années où on a des petites baisses. Ça varie pas comme les marchés actuels. Aujourd'hui, nous on vend à 21 centimes le kilowatt. On n'a pas cette variabilité qui peut monter dans les prix à 35 ou 40 centimes comme il peut être acheté actuellement à l'extérieur. On aimerait, mais le contrat n'est pas fait comme ça. Donc, et le contrat initial de EDF avec vous, il date donc du début? De février 2013, il a été signé pour 15 ans, puis il y a eu une modification et on a re-signé 5 ans. Donc on est sur 20 ans, mais avec une limitation de production sur les 5 dernières années. On espère, avec le contexte actuel, qu'il nous enlève cette limitation de production. C'est quand même un peu dommage d'avoir un outil qui peut tourner 8500 heures par an ou 8300 heures par an. Une année, c'est 8760 heures. Donc on a des temps de maintenance, etc. Donc on peut partir entre 8000 et 8500 heures par an. Et sur les 5 dernières années, il nous limite, pour nous, par rapport à notre puissance, à 5500 heures par an.
Enfin, objectivement, je ne comprends pas la logique. Alors la logique, elle a été faite avant cette guerre en Ukraine, avant le problème énergétique qu'on vit aujourd'hui. Et le problème, c'est que pour changer les curseurs, nos pouvoirs publics, ils sont pas violents, en fait. Mais ça veut dire qu'on limite de la production d'énergie verte pour favoriser les autres filières? Je comprends pas bien. Ouais. C'est même pas pour favoriser les autres filières, c'est qu'on limite. On part du principe que c'est de l'énergie qui est subventionnée dans le prix d'achat. Enfin, quand ils l'achètent, il faut que l'État mette de l'argent, puisque l'électricité nucléaire, elle était à 3, 4, 5 centimes, alors que nous, notre électricité verte, ils nous l'achètent à 21 centimes. Donc, ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas nous subventionner ad vitam. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils achètent de l'énergie beaucoup plus chère ailleurs, qui n'est pas verte puisque c'est beaucoup à partir du charbon en plus. Mais voilà, le deal, il est comme ça aujourd'hui et on peut rien y faire à ce tour-ci. On informe, mais ça revient pas vite. Donc là, l'incorporation se fait quotidiennement? Tous les jours, on charge nos 35 tonnes en gros de solide. Par cette trémie d'incorporation. L'apport des exploitations qui sont à distance se fait eux à leur rythme ou bien ils doivent eux aussi s'astreindre à livrer chaque jour ce qu'il faut? Non, c'est vraiment eux à leur rythme. Alors ils ont chacun une fumière sur leur site et moi j'ai ma fumière aussi de mes anciennes activités d'élevage qui vient faire le tampon avec leur fumière. C'est-à-dire que quand on a du temps, un jour qu'il pleut ou quoi que ce soit, ils reprennent dans leur fumière et ils ramènent ici. On ne met pas de fumier frais brut. C'est très compliqué à gérer le fumier frais brut. Et on part du principe que comme on a des fumiers assez pailleux quand même, ce qu'on perd en pouvoir méthanogène de fumier frais, on le récupère sur la dégradation de la paille derrière. Ouais. Alors, plus ou moins de matière sèche. On a de l'herbe très sèche cette année. Donc ça fait un gros tas dans la trémie d'incorporation. Si l'herbe était un peu plus humide, on ne verrait même pas le tas. Ça c'est le jeu des récoltes. Je pense qu'il y a une quarantaine de tonnes dedans. Elle n'est jamais vide en fait. Parce qu'en fait il faut qu'on laisse un bouchon pour pas que le liquide qui est dans le digesteur derrière revienne. En fait pour rentrer le solide, nous on le remélange avec du liquide qui est déjà en fermentation. Ça permet de ne pas avoir de flottaison, d'une part, et d'autre part, dans cette boîte-là, ça nous permet de récupérer les corps étrangers. Dans le fumier, il y a toujours des bouts de bois, des cailloux, tout un tas de corps étrangers différents, tirés par les vaches, où les ficelles restent dedans, les cailloux restent dedans. On travaille avec Hitachi, qui est le renouveau de notre construction. On s'est retrouvé à un moment où on n'avait plus personne pour gérer notre unité. Il y avait un trou dans la raquette et il a bien fallu qu'on se débrouille pour trouver les fournisseurs de pompes, les fournisseurs de composants électriques, qu'on les trouve. Et du coup, on s'y est mis par nous-mêmes. Oui, mais vous avez acquis donc finalement une expérience. On n'a pas le choix avec l'expérience d'avoir acquis. Oui. Tout à fait. C'est une association nationale qui est basée à Paris en fait et qui regroupe aujourd'hui entre 450 et 500 adhérents. C'est l'association des méthaniseurs quoi finalement. C'est des agriculteurs méthaniseurs. Des agriculteurs méthaniseurs, oui c'est vrai. Ouais. Avec une charte qui a été signée avec Ségolène Royal à l'époque et Stéphane Le Foll. Ouais. Et notre charte nous engage à différentes choses. Énormément de retours d'expérience en fait, c'est ce que je disais au début de l'association. Nous, je suis rentré dans l'association en 2010 à la création, on ne méthanisait pas, c'était encore un pré ici. Et je disais c'est un poulailler dans lequel on picore nos informations quoi. Et c'est énormément de retours d'expérience, une quarantaine, 40-50 en France. Avec les deux pionniers qui sont un dans l'Est et un en Bretagne. Qui était dans l'association aussi. Donc comme on avait les pionniers, ça nous a quand même bien aidé à défricher. Et puis il fallait trouver des références pour une écoute du gouvernement, de Bercy, du ministère de l'Agriculture, de la transition énergétique, etc. Donc
c'est aussi le relais. On fait le relais entre les unités. On est pour du fait du retour au sol en fait, puisque tout ce qu'on met, on le ressort. Donc, mis à part le gaz qu'on a pris dedans, le CH4 qu'on a pris, tout ce qui rentre ressort. Toutes les valeurs fertilisantes ressortent, les oligo-éléments ressortent. Enfin, donc, nous, on prône vraiment une méthanisation agricole parce qu'il y a ce retour au sol du digestat, qui est le déchet de la méthanisation, et qui est pour nous un produit. Quand c'est l'agriculteur qui est méthaniseur, c'est vraiment, il gère ses entrants par rapport à, c'est ce qu'il va répandre dans ses sols, quoi. Et donc nos sols, c'est un peu, c'est le nerf de la guerre de conserver nos sols bien comme il faut pour les générations à venir. Donc une fois qu'on a fini de produire le gaz dans les différentes fosses, le gaz passe en souterrain et arrive dans ce conteneur-là, enfin est refroidi, etc., arrive dans le conteneur pour être brûlé par le moteur. En fait, c'est le carburant du moteur qui entraîne une génératrice qui nous produit l'électricité pour renvoyer sur le réseau EDF. C'est pour ça qu'à côté du moteur, on a le poste transformateur pour le transformer en 20 000 volts et l'emmener sur les réseaux. Ici, on produit en 410, parce que le fameux 380 qu'on connaît tous, c'est du 410 en fait. On produit en 410 et juste à côté, on transforme en 20 000. Et qui repart en souterrain sur les lignes, qui repart en souterrain jusqu'à la limite de propriété, après il repart en aérien. Donc en fait le nouveau moteur qui a déjà 2 ans quand même, plus de 2 ans, 2 ans et demi, le nouveau moteur chauffe en permanence. On s'est servi de la nourrice de chauffage qui nous chauffe nos serres, qui nous sèche notre plaquette et qui nous chauffe nos bureaux. On s'est servi de cette même nourrice. Et du coup, nous laisse à température permanente, prêt à fonctionner, l'ancien moteur. L'ancien moteur, il est chaud comme s'il tournait. Enfin, pas comme s'il tournait, il est un peu plus froid, mais il est à température pour être prêt à démarrer. Cependant, la mise en route d'un moteur comme ça se fait pas en 3 minutes. Ah oui, ouais. C'est silencieux, hein? Oui, c'est des caissons, c'est des containers ultra insonorisés, hein. Ventilés, insonorisés. C'est assez, oui, ça me surprend. Ah bah oui, quand on ouvre la porte, c'est beaucoup moins silencieux. Ah, ça peut La durée de vie d'un moteur comme ça, c'est entre 80 et 120 000 heures en faisant les maintenances correctement. Après, on pourrait la faire redurer, mais le problème, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher on mettrait tout à neuf dedans et il arrive un moment où ça coûte moins cher de changer. Et quelle est la puissance déjà de ce moteur? Celui qui tourne actuellement, c'est à 800 kg. Et à ce temps-ci, il tourne à 680 kg. Là, au moment où on se parle. Parce qu'on a du gaz pour faire 680 kg. En fait, on ne fait pas la course à la production au maxi. On fait la course au bien-être de nos bactéries derrière et de la digestion tranquille de nos matières, et surtout quand les matières sortent, on ne veut pas qu'il reste de pouvoir méthanogène parce que ça coûte énormément à entrer et à sortir, à épandre, etc. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire la course à la productivité, à la production. On fait la course pour être correct au niveau environnemental, au niveau épandage, pour être correct aussi dans les dates d'épandage, dans les surfaces d'épandage, etc. C'est un stockage ce bâtiment-là, c'est un stockage de liquide en fait. Tous les produits d'industrie agroalimentaire liquide, ça peut être aussi bien des simples eaux blanches de laiterie, mais ça peut être aussi de la glycérine, de l'érythritol, et j'en passe, c'est les meilleurs. Tous ces produits-là, c'est méthanogène. Et quand on les reçoit, en fait, on a différentes cuves pour ne pas les mélanger, pour pas qu'ils partent en dégradation, pour les garder vraiment bien tout seuls. Et de ces cuves-là, ça vient tranquillement, grâce à un automate, dans le digesteur pour être digéré. En fait, ça s'est créé de toutes pièces par Fred et moi. Fred Fond, qui est mon associé qui s'occupe de la méta. Exactement, c'est nous qui l'avons pensé, réfléchi, développé. Il y a 8 citernes de 34 000 litres. 8 fois 34 mètres cubes. Et on a la possibilité de brasser chacune de ces cuves pour pas qu'il y ait de dépôt.
En fait, on a une pompe centrale qui sert à dépoter les camions, qui sert à brasser dans les cuves et qui sert à nourrir dans le digesteur. Le GAEC de l'Aéronnière juste derrière nous et à ma droite là-bas le GAEC de la Perrière. Ouais. Et ici on est sur... Et aussi on est sur le ARL DOPS. Enfin, sur le terrain de G3 Environnement et juste devant il y a le ARL DOPS. Donc une méthanisation d'une puissance 2, on l'a dit. 800 kW électriques max. Ouais. Avec 3 exploitations. Avec 3 exploitations. Qui sont distantes de quoi, 4-5 km? Non. Moins que ça. À vol d'oiseau, on est à 1200 mètres. Ah oui. 1200 et 1400. Ah oui. Il y a le séparateur de phase. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et en fait, on sépare les phases et la partie solide tombe là et la partie liquide redescend là-bas. Ouais. C'est une pompe. Donc ça valorise les bâtiments, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Avant, il y avait que des torions. Et tout ça, ça repart en culture. Ouais. Oui. Et la partie solide et la partie liquide, Oui, les deux. les deux. Ouais, ouais. En gros, c'est 50 tonnes jour. Hein. On sépare Oui, qu'on rentre et qu'on Oui, sort. voilà, à peu on près. est à 34 tonnes en ce moment de solide et 15 mètres cubes de liquide. Oui. Si les camions, dans le fond mouvant, là, les camions viennent vider la plaquette de bois humide, et elle vient automatiquement dans le séchoir qui est là. C'est un séchoir à bande en fait, avec les radiateurs au-dessus. L'arrivée d'eau chaude du moteur arrive là en fait, et on aspire sous le tapis, c'est un tapis perforé, on aspire sous le tapis pour faire passer l'air chaud au travers de la plaquette pour la sécher. Pour faire les mérins, pour fabriquer les mérins, ils mouillent énormément le bois, et donc toute leur dos, toute leur coupe, elles sont vraiment trempées. Ils les broient, et elles passent ici pour être séchées pour pouvoir partir en chaud. Nous on est juste prestataire de séchage. L'arrivée de chaleur de la métal. En fait, ce qu'on veut, c'est consommer au maximum, c'est être le plus résilient possible. Notre but, c'est ça. Ouais. C'est pas produire à tout, hein. Ouais. C'est être le plus résilient possible. C'est 60% aujourd'hui. Alors avant, c'était 100% de vente au magasin. On a un petit magasin là, on va aller voir. Et maintenant, c'est 60% de vente au magasin et 40% de vente à des restaurants, à des restaurations collectives ou restaurants. Et voilà. Quasi aux productions. Plus, c'est surtout, l'hiver, on a quand même beaucoup moins de production. Donc, et après, on fait travailler que des gens qu'on connaît. Et la Tom, elle vient de Meurthe-et-Moselle. C'est un copain méthaniseur. C'est le premier méthaniseur de France. Les fromages de chèvre, pareil, c'est du même village. Les yaourts, ça vient d'Abainville, à côté, au-dessus, là. La chou, c'est de la Haut-Marnaise. La bière, la chou, c'est de la Haut-Marnaise. Yverte du Puy. Le Puy-en-Velay, c'est Franck Rocher qui est méthaniseur au Puy-en-Velay. Franck, c'est un copain de méthanisation. Et quand on se croise dans des réunions n'importe où en France, il a des lentilles dans son coffre, je les remets dans mon coffre, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Eh bien, merci d'avoir suivi ce sujet et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.